Nous avons Pascal Laville avec nous, donc inspecteur national de l'INAO, et en charge aussi, et c'est surtout à ce titre-là que tu es là aujourd'hui, de l'animation de la commission vin bio de l'INAO, qui est une commission consultative et qui traite des sujets qui sont relatifs à l'évolution, l'application et le contrôle de la réglementation bio et donc spécifique sur la filière vin. Et nous accueillerons aussi, et donc nous la verrons tout à l'heure aussi, Garance Marc-Anthony, qui est, ah ben voilà, nous la voyons sur notre écran, donc, qui est conseillère viticole, chef de projet agriculture biologique et référente matériel végétal à la Chambre d'agriculture du Var, et donc qui nous récitera et qui nous parlera des projets de recherche sur la production de plants et de vignes bio, donc petit bio. Voilà, donc Garance était assez souffrante, donc on a installé une visio pour qu'elle soit quand même avec nous aujourd'hui. Merci Garance. Voilà, donc je laisse la parole à Pascal pour commencer. Merci Valérie, bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà là précédemment. Donc effectivement Pascal Laville, donc je travaille à l'Institut national de l'origine et de la qualité depuis un petit peu plus de 30 ans maintenant, avec un parcours qui m'a amené à être aujourd'hui inspecteur national et en charge notamment de pas mal de sujets transversaux horizontaux viticoles et référent vin bio pour le compte de l'INAO. Donc cette mission qui comprend, comme l'indiquait Valérie à l'instant, l'animation de la commission vin bio, qui est une des commissions thématiques du Comité national de l'agriculture biologique, donc qui a en charge d'examiner tous les aspects interprétation, application de la réglementation existante, et aussi réfléchir et proposer des évolutions de la réglementation pour l'adapter aux différentes problématiques portées par les professionnels ou portées par les services. Je vais vous faire quelques minutes donc, sur l'actualité réglementaire de la filière vin bio. Donc, qu'y a-t-il de nouveau, qu'y a-t-il encore sur le chantier en termes d'actualité réglementaire? Je ne vais pas faire un balayage exhaustif parce que ce serait un petit peu long, mais un pointement sur quelques sujets qui sont d'actualité et qui en tous les cas sont dans la tête de bon nombre de professionnels. Un petit focus déjà sur l'usage du cuivre. Alors je ne vais pas apporter toutes les réponses sur cet usage du cuivre, mais simplement rappeler que nous sommes sur le chantier. On a des réflexions très très régulièrement sur le sujet. Encore la semaine prochaine, on va travailler commission production végétale et commission vin bio sur ce sujet-là, un après-midi complet pour voir la situation et voir l'évolution. Pourquoi cette thématique? Bon, ça a été un petit peu évoqué lors de la conférence précédente. On a une pression assez forte liée au dérèglement climatique, avec parfois des campagnes extrêmement sensibles d'un point de vue phyto, comme la campagne de l'année dernière, et où on voit que par rapport aux traitements qui sont autorisés en bio, le cuivre paraît aujourd'hui encore absolument indispensable, avec une double épée de Damoclès sur la tête des producteurs en bio. C'est la pérennité de la possibilité d'usage, et deux, les doses utilisables, qui sont d'ailleurs les mêmes en bio et en conventionnel, mais comme les bio n'ont pas bon nombre des alternatives dont disposent les conventionnels pour les traitements, forcément l'impact sur les doses du cuivre est un petit peu plus conséquent sur les producteurs bio. Donc je ne reviens pas sur le détail des doses autorisées aujourd'hui, ou donc pas mal d'autorisations de mise en marché des produits et des compositions qui contiennent le cuivre. On est à 4 kg par hectare et par an, avec pour certaines d'entre elles des possibilités de lissage à 28 kg sur 7 ans. Alors pourquoi 7 ans? C'est parce que lorsque la décision a été prise, le cuivre avait été reconduit pour 7 ans. Reconduit pour 7 ans, ça veut dire que normalement, il y a des échéances qui arrivent pour voir si on continue de pouvoir utiliser du cuivre ou pas. Normalement, ça devrait être reconduit, mais la durée de 7 ans, elle n'était pas innocente, elle était juste parce que c'était le délai entre on réautorise le cuivre et normalement, on devrait se passer du cuivre dans quelques années. Pourquoi j'évoque le cuivre et l'usage du cuivre aussi ce matin? C'est parce que dans l'évolution de la réglementation, on a eu pendant un temps la réglementation spécifique bio qui mentionnait les doses de cuivre utilisables. Puis, à partir de 2019 et jusqu'en 2022, ces doses utilisables en bio de cuivre ne figuraient plus dans la réglementation bio,
mais ne figurait que dans la réglementation conventionnelle. Donc, du coup, on n'avait plus à le contrôler spécifiquement pour le bio, puisque c'était que dans le conventionnel. Et on a eu un retour début 2022, c'est simple, hein, la réglementation. On a eu un retour début 2022 dans la réglementation bio, de nouveau, introduction de la dose maximale de cuivre utilisable. Donc, du coup, on revient avec une obligation de contrôler l'usage du cuivre spécifiquement en bio. Les conventionnels, tout le monde est contrôlé potentiellement hein, sur le dosage de cuivre utilisé, mais les exploitations bio sont contrôlées quand même significativement beaucoup plus souvent que les exploitations en conventionnel. Et du coup, voilà, là, il y a de nouveau le contrôle du bio qui se fait. Et la question qui se posait à nous, et d'où le fait que j'en parle ce matin, parce que là, jusqu'à présent, rien de bien nouveau sur 2024, en dehors du fait que la position de l'INAO a été de autoriser ou de comptabiliser ou de lisser les fameux 28 kg sur 7 ans à compter de la réintroduction de cette dose maximale dans la réglementation bio, donc à compter de 2022. Donc on ne part pas de 2019, on part de 2022 pour cette comptabilité de lissage du cuivre. Voilà. L'information, elle est celle-ci, ce n'est pas une information fondamentale. Je rappelle toujours, parce que je me dois d'avoir un propos complet ou le plus complet possible, les doses utilisables en cuivre sont les mêmes en conventionnel et en bio. On autorise le lissage en bio pour les contrôles bio à partir de 2022, mais si un viticulteur est contrôlé, il doit aussi respecter la réglementation du conventionnel. Voilà. Donc, je me dois de le rappeler, même si les contrôles sur le conventionnel sont un tout petit peu moins fréquents, n'en demeure pas moins qu'on n'est pas à l'abri d'un contrôle sur l'aspect production, voilà, comme tout le monde, avant d'être un producteur bio, puisque les producteurs, avant d'être bio, sont des producteurs des producteurs. Pourquoi je vais en arrière ? Excusez-moi, je ne maîtrise pas bien l'outil, je n'appuie pas sur le bon bouton. Deuxième élément sur lequel nous avons travaillé l'année dernière, c'est la notion d'équivalence technique. Alors je vais partir d'un cas particulier qui nous a été posé pour évaluer les arguments que peuvent utiliser les professionnels pour utiliser certaines productions commerciales, certains intrants que l'on va avoir dans la production de vin bio, puisque la réglementation impose pour certains de ces intrants le fait que les viticulteurs utilisent des produits bio sous réserve de disponibilité de ceux-ci. Donc la règle de base, c'est si j'ai tel ou tel intrant disponible en bio, je me dois d'utiliser celui-ci et de ne pas utiliser la même préparation qui soit en conventionnel, pas forcément bio. Donc l'INAO a traduit ça en disant voilà, il faut que les produits certifiés soient disponibles physiquement sur le marché en quantité suffisante. Si ce n'est pas le cas, si vous arrivez à nous démontrer que ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser du conventionnel. La question qui se pose est que dans les préparations mises sur le marché, pour les préparations mises sur le marché, les effets induits par l'utilisation de ces préparations ne sont pas toujours techniquement les mêmes en fonction des préparations et en fonction de l'objectif de production. L'objectif qualitatif variable, l'objectif de traitement que peut avoir tel ou tel exploitant ou vinificateur. La spécialité commerciale en bio ne va pas forcément avoir le même résultat que la spécialité commerciale en conventionnel. C'est le cas, notamment, ça a été un cas sur lequel on a beaucoup travaillé, qui a été évoqué à quelques reprises au sein des instances de l'INAO, qui est le cas de la gomme arabique. Entre les deux origines de gomme et surtout les deux formulations entre liquide et poudre, on ne va pas forcément avoir le même résultat. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que l'objet là n'est pas la technicité de telle ou telle gomme, mais c'était un des intrants importants dans le débat. Comment fait-on s'il y a une gomme qui est disponible en bio alors que je veux utiliser l'autre formulation? Est-ce que je suis quand même obligé d'utiliser le bio ou est-ce que je peux utiliser la conventionnelle? Voilà. Donc la réflexion était de chercher une notion d'équivalence technique, d'où la terminologie, pour pouvoir travailler cette disponibilité commerciale et de manière à ce que le vigneron, l'exploitant, le vinificateur, à l'occasion du contrôle, ne soit pas pris en défaut par l'utilisation de telle ou telle spécialité.
sachant qu'il va en privilégier peut-être une en conventionnel pour répondre à son attente plutôt que d'utiliser la bio, comme je l'évoquais à l'instant. Voilà. Donc quelques échanges, on a travaillé un petit peu, je passe un petit peu rapidement parce que je prends un peu de temps là par rapport au temps qui m'est disponible. L'idée étant de traiter la condition, alors soit de manière transversale, soit de manière particulière, et on est arrivé à la conclusion que il était, pardon je passe assez vite, la question posée était-il pertinent ou possible d'établir une règle d'équivalence technique qui puisse être applicable à toutes les spécialités commerciales, à tous les produits, à toutes les technicités mises sur le marché, à tous les intrants mis sur le marché. Donc, question posée, tentative de réponse, et in fine, l'avis favorable est arrivé en disant, en visant plutôt à définir des notions d'équivalence technique par type de produit, d'accepter la différence de tel produit par rapport à tel autre. Et donc, du coup, la disponibilité va être différenciée en fonction des différents types de produits, plutôt que de mettre en place une règle transversale. Donc, en gros, je reviens sur mon petit sujet gomme arabique évoqué il y a quelques instants. Dans la considération désormais de la disponibilité de la gomme arabique, on va considérer la gomme arabique poudre comme étant différente de la gomme arabique liquide. Donc, s'il y a une disponibilité que pour l'une ou pour l'autre, et que le viticulteur veut utiliser l'autre, eh ben, il peut l'utiliser en conventionnel. Voilà. La règle qui a été actée, donc dorénavant, au fur et à mesure des demandes, on pourra introduire le distinguo technique dans ces différents intrants utilisables et qui, normalement, doivent être utilisés en bio dès lors que la spécialité bio est disponible sur le marché. Voilà. On est arrivé à cette conclusion-là, bon, d'une part parce que c'est un petit peu plus technique, et d'autre part parce que la définition transversale risquait très rapidement d'ouvrir la porte à des contentieux, parce qu'il faut aussi penser aux metteurs en marché de ces spécialités commerciales. Il faut aussi que derrière, ils soient assurés quelque part un petit peu de leur marché, et si derrière, tout à chacun peut utiliser une autre spécialité conventionnelle alors qu'il a fait l'effort de mettre une spécialité bio sur le marché, forcément, ça risque de pénaliser un petit peu le développement des produits, le développement que nous souhaitons tous, de produits utilisables en bio, ou en tous les cas certifiés bio. Autre point sur lequel on a travaillé, mais là c'est très très rapide, c'est l'utilisation de micro-organismes comme correcteurs d'acidité. Là, il s'agissait d'adapter la réglementation européenne bio à une évolution récente de la réglementation générale, conventionnelle. Donc on a un règlement de 2022 qui a modifié l'OCM vitivinicole et qui introduit les levures de vinification et les bactéries lactiques comme correcteurs d'acidité, comme régulateurs d'acidité, pour reprendre le terme utilisé. Donc l'idée était de travailler, au sein de la commission vin bio pour voir les modalités d'adaptation du règlement bio pour permettre également cette évolution et cette introduction de ces micro-organismes en tant que régulateurs d'acidité. Et la position a été très rapidement trouvée et validée, visant à modifier donc la partie du règlement bio pour amener cette différence. Donc normalement, dès lors que, alors les modifications sont encore en cours, mais dès lors que le règlement 2021-1165 qui précise les conditions d'obtention des produits bio sera modifié, cette introduction a été validée, en tous les cas portée par la France et aujourd'hui validée au niveau européen comme étant acceptée. Voilà. Donc levure de vinif et bactéries lactiques pourront être utilisées en tant que régulateurs. Ce sont déjà des produits utilisables en bio, bien sûr, mais utilisables en bio pour d'autres, avec une autre vocation, un autre objectif que d'être régulateur d'acidité. Au passage, ça me permet de rappeler que pour bon nombre de produits qui sont autorisés dans la réglementation générale, mais peut-être encore plus dans la réglementation bio, en tout cas à considérer, les intrants peuvent être utilisés, mais avec une destination spécifique, ou avec plusieurs destinations spécifiques, mais en tous les cas, ce n'est pas parce que c'est autorisé que je peux l'utiliser pour faire n'importe quoi. C'est autorisé pour cet objectif-là. Voilà. Alors bon, après, bien malin celui qui pourra aller vérifier que ça a été utilisé pour ça et pas pour ça, mais voilà, c'est pas à moi de parler comme ça. Voilà.
Petite nouveauté, alors là pour le coup, un propos issu d'une évocation très récente du sujet, qui est un sujet assez important. En tous les cas, on en discute peut-être pas assez. Ça fait l'objet de beaucoup d'articles, beaucoup de propos, mais en tous les cas, dans les instances réglementaires, pas tant que ça, même si les textes nationaux ont encore évolué récemment. C'est la question de la réutilisation des eaux usées traitées. On en parle beaucoup en conventionnel, on l'évoque un peu timidement en agriculture biologique. On a lancé, le Comité national d'agriculture bio que j'évoquais tout à l'heure a lancé un groupe de travail qui ne s'est pour l'instant réuni qu'une seule fois en mai dernier, qui a commencé à débroussailler l'aspect réglementaire pour pouvoir avancer et voir un petit peu de quelle manière on pouvait accompagner ou encadrer ou quelles précautions il fallait envisager pour pouvoir utiliser ces eaux usées traitées en bio. Et avec des aspects plutôt positifs, en tous les cas, dans ce qui nous a été proposé. Mon propos de ce matin visait surtout à évoquer une lettre toute récente de la Commission européenne. Alors, la Commission européenne produit assez régulièrement ce qu'on appelle des lettres d'interprétation de la Commission européenne. Elle répond à une question posée de manière écrite, donc ce qui engage un petit peu l'interprétation de la réglementation. Là, en l'espèce, une question a été posée quant à la possibilité d'utiliser donc, ces fameuses eaux de récupération en bio. Et donc, par une lettre du 7 janvier dernier, donc on est vraiment dans l'actualité là, la Commission européenne a répondu qu'elle ne voyait absolument pas d'obstacle à cette utilisation des eaux usées traitées en bio, que pour la Commission, à contrario, il y avait un réel intérêt à ce que ces eaux, on développe cette réutilisation des eaux usées. Je ne rentre pas dans le détail technique de la complexité que ça peut présenter quand même. C'est pas aussi simple que ça. Le fait de dire ah oui tiens on va récupérer les eaux qui sortent des stations, puis on va s'en servir pour irriguer, pour nettoyer les routes, etc. Oui mais d'accord, mais avec quel tuyau qui sort de là. Enfin bon, je rentre pas dans le détail, mais c'est pas aussi simple que de dire on va le faire. Voilà. Sans compter l'impact que l'on a également sur le réseau hydrique naturel dans lequel normalement ces eaux retournent. Et du coup, si on les capte pour faire autre chose, il y aura un peu moins d'eau qui va retourner dans les rivières. Mais bon, je ne lance pas le débat de la réutilisation aujourd'hui. Je vais juste donc afficher cette information du fait que maintenant le groupe de travail va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. On a éventuellement à encadrer ce que la Commission européenne a écrit, à savoir les mesures à prendre, bien évidemment, pour éviter des contaminations aux métaux lourds, des contaminations aux produits phyto, mais de tout ce qu'on a vu, en tous les cas en France, de l'encadrement réglementaire de ces eaux traitées. Je me permets une petite boutade de perso, mais aujourd'hui, vu l'encadrement de ces eaux usées, je vais préférentiellement aller me baigner à la sortie des stations d'épuration qu'au milieu d'une rivière lambda, quoi. Pardon d'être très caricatural. Mais on n'a aucun contrôle sur les eaux qui circulent dans le réseau hydrique aujourd'hui. Et vous n'avez aucune obligation d'analyse quand vous pompez cette eau pour aller irriguer, alors que le constat est fait qu'elles sont beaucoup plus chargées en produits résiduels que les eaux qui sortent des stations d'épuration. Voilà, elles sont plus propres que ce qui circule naturellement dans nos rivières. Voilà. Je ne parle pas des rivières de haute montagne tranquilles, machin, mais celles dans lesquelles on pompe pour irriguer tous les jours. Et là, personne ne se pose de questions, personne ne fait d'analyse. Et pourtant, elles sont pour beaucoup, beaucoup moins propres, entre guillemets, encore une fois, que celles qui sortent des stations d'épuration. Dernier sujet, mais qui va faire l'objet de la conférence qui va suivre. Donc, je le traite que de manière très, très rapide. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester pour la conférence suivante. C'est le sujet désalcoolisation des vins, qui est un sujet qui a fait beaucoup travailler aussi bien en conventionnel qu'en bio sur le vin, puisque la réglementation européenne a évolué assez récemment et permettant désormais de désalcooliser les vins pour produire des vins totalement désalcoolisés ou des vins partiellement désalcoolisés. Je parle bien de vin, et je fais bien le distinguo entre le vin et les boissons transformées à base de.
qui, elles, sont autorisées de longue date, avec les précautions particulières pour les boissons à base de vin désalcoolisé bio, puisque ça n'existe pas, puisque le vin désalcoolisé bio n'existe pas, donc on ne peut pas citer du vin désalcoolisé bio dans des préparations, dans des boissons. Voilà. Ceci dit, il peut y avoir des boissons à base de, sans que ça soit précisé, et que ce soient des boissons bio. Voilà. Jusqu'à présent, donc ouverture de la désalcoolisation par le règlement conventionnel. Interrogation quant à la possibilité d'avoir donc une traduction de cette possibilité de désalcoolisation pour la production de vins biologiques. Donc la Commission européenne a été interrogée dès la parution de l'évolution du règlement et avait répondu en 2022 qu'il ne pouvait pas y avoir de vin désalcoolisé bio parce qu'aucune des techniques de transformation, aucune des techniques de désalcoolisation prévues par le règlement conventionnel n'est autorisée en bio. Point barre. Mais point barre, rapidement retravaillé, puisque en réponse à la réponse, l'Allemagne a apporté une demande visant à autoriser la distillation sous vide partielle pour produire des vins totalement désalcoolisés en bio. Donc, question posée. Question traitée par le groupe ECTOP, donc le groupe d'experts qui examine ces demandes d'évolution de la réglementation. ECTOP qui a travaillé et qui a remis son rapport en avril dernier, rapport qui ouvre la porte par une recommandation du groupe ECTOP d'introduire la technique d'évaporation sous vide et ou de distillation sous vide, alors on va dire et de distillation sous vide maintenant, mais pour pouvoir produire des vins totalement désalcoolisés en précisant les limites qui sont par ailleurs prévues de température maxi à 75 et de capacité de filtration. Le groupe ECTOP ne ferme pas complètement la porte aux vins partiellement désalcoolisés. Je vais résumer la position très très rapidement, mais Stéphane pourra compléter éventuellement. Mais de manière très politique, comme la question n'était pas posée, on n'a pas répondu positivement. Bon, c'est pas tout à fait ça, Stéphane va le dire comme ça, mais voilà. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ECTOP recommande le totalement désalcoolisé. C'est donc ce qui a été travaillé par la Commission européenne, qui, sur la base de ce rapport produit en avril dernier, a établi rapidement, beaucoup plus rapidement que d'habitude, une proposition d'acte délégué qui a été validée en juin dernier. Donc avril-juin, c'est exceptionnel hein, comme délai, quoi. Projet d'acte délégué donc, qui vise à l'introduction de la possibilité d'avoir des vins désalcoolisés totalement en bio. Projet d'acte délégué qui a été voté, consultation publique achevée. La Commission européenne l'a acté en mi-décembre dernier. Là, on est dans la dernière phase ultime de retour potentiel vers le Parlement et la Commission. Mais normalement, on attend une publication de cet acte délégué, donc ouvrant la porte aux vins désalcoolisés bio dans les toutes prochaines semaines, en toute logique. En tous les cas, moi, je n'ai pas entendu d'évocation, d'opposition. Donc, normalement, cette publication devrait arriver assez rapidement. Je me permets juste, au regard de ce propos, de préciser que ce n'est pas l'adaptation nationale France qui aujourd'hui bloque la possibilité de faire des vins désalcoolisés bio. Ce n'est pas l'INAO qui, dans sa grande sagesse, interdit la possibilité de produire et de commercialiser des vins désalcoolisés bio. C'est simplement que l'acte délégué n'est pas encore publié, donc on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Alors, en tous les cas, on ne peut pas le commercialiser. Certains ont déjà pris le risque de produire. Mais la commercialisation, elle, devra attendre la publication. Je fais juste un tout petit focus quand même d'importance au regard de ce qu'est aujourd'hui le marché du vin bio, qui majoritairement est commercialisé soit en bénéficiant d'une indication géographique protégée, soit en bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. Le règlement européen qui a ouvert la porte à la désalcoolisation totale ou à la désalcoolisation partielle. Donc il y a bien une segmentation. Il y a deux produits différents. Le vin désalcoolisé totalement et le vin partiellement désalcoolisé sont deux produits différents. J'y reviendrai tout à l'heure. Le règlement européen n'ouvre la possibilité de désalcoolisation pour les IGP et les AOP que partiellement. Donc on se retrouve demain avec l'acte délégué qui va être publié dans une situation qui va être un peu délicate à partager ou à expliquer,
Vous pouvez faire du vin bio totalement désalcoolisé. Vous pouvez faire de l'appellation ou de l'IGP partiellement désalcoolisé. De fait, vous ne pouvez pas faire de vin bio en IGP ou en AOP. Voilà. Dès lors que le cahier des charges IGP ou le cahier des charges de l'AOP aura été modifié, bien évidemment. Bien évidemment, voilà. Mais réglementairement, la porte est ouverte. Mais voilà. Je crois que c'était ma dernière diapo. Je voulais juste faire, non, pardon, si je peux encore, Valérie, une seconde, une petite dernière diapo sur le distinguo à avoir entre la désalcoolisation et la correction de la teneur en alcool. D'accord ? Donc demain, la désalcoolisation va être autorisée en bio. La correction de la teneur en alcool reste interdite en bio. On n'a pas le droit de corriger la teneur en alcool sur la base d'un des principes fondamentaux de la bio qui vise à ne pas toucher à l'originalité de la production et à ne pas induire le consommateur en erreur. Je pars d'un vin, je corrige la teneur en alcool, je vends du vin. Donc là, j'ai touché la nature intrinsèque du produit. Ce n'est pas la même chose que de partir d'un vin, de le désalcooliser totalement et de commercialiser du vin totalement désalcoolisé. Donc le consommateur, il sait qu'il achète un vin totalement désalcoolisé. Alors quand il achète du vin, il ne sait pas s'il y a eu la correction ou pas, et de fait, ce n'est pas autorisé en bio. Voilà. Et il y avait une petite confusion potentielle dans la rédaction ancienne du règlement bio, parce que la désalcoolisation n'existant pas, à l'époque, on parlait de désalcoolisation partielle pour traiter de la correction de la teneur en alcool, et cette ambiguïté va être corrigée dans l'acte délégué, c'est la rédaction en anglais que vous avez en bas de la diapo. Dès que l'acte délégué aura été publié, il n'y aura plus d'ambiguïté. On parle bien ici de correction de la teneur en alcool et ça ne changera pas a priori, en tous les cas pas dans un délai court. Voilà, donc je passe la diapo question pour ouvrir la porte à Garance. Merci. Oui, Garance, tu peux partager ton PowerPoint. On te voit, on t'écoute. Allez, ça va, j'y vais. Merci. Merci. Donc, c'est bon, là, vous m'entendez bien? Tout va bien? Oui, c'est parfait. Ok. Donc, moi, je vais revenir, en fait, parce que je suis chef de file donc, de ce projet, sur le projet PEP Vitibio, dont l'objectif était de produire, en fait, des informations qui pourraient nous amener à la production de plantes greffées soudées de vigne dans le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique. En fait, je vais vous donner tout d'abord quelques éléments de contexte, d'accord, qui concernent la pépinière viticole française en 2024. Donc, c'est un secteur qui regroupe un petit peu plus de 700 professionnels. Il faut être conscient qu'on est à moins 38% de professionnels en 15 ans, ce qui veut dire qu'on a une concentration du métier, une concentration des pépinières, et que beaucoup de petites pépinières sont en train de disparaître. Au niveau de la superficie en fait de vignes mères, on a aux alentours de 4000 hectares donc de vignes mères pour 60% des porte-greffes et pour 40% des greffons. Ensuite, un élément qui est important, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre 2024 de la pépinière viticole française, c'est 196 millions de plants. Donc, ça a l'air important comme ça. Et 1 million de racinés. Les racinés sont les porte-greffes qui peuvent être utilisés pour implanter des parcelles, puis être greffés en place. Mais c'est quand même moins 40 millions par rapport à 2022. Donc, il y a un ralentissement au niveau de la mise en œuvre et il n'est pas négligeable, il est important. Au niveau des besoins exprimés en plan bio, puisqu'on a sur le site Semences Bio depuis janvier de l'année dernière, donc la possibilité pour les vignerons d'inscrire leurs besoins en plan bio pour pouvoir donner des orientations à la filière sur la production de plants bio. Les besoins exprimés sont faibles, d'accord? On est à moins de 300 000 plants. C'est des chiffres que nous a fournis l'INAO en fin d'année dernière. Mais ce n'est pas une obligation, donc c'est pas exhaustif, d'accord? Voilà. Par ailleurs, au niveau de la production et de l'élaboration de plants de vignes bio,
On a un impératif européen au 1er janvier 2036 qui imposera en culture pérenne de pouvoir fournir donc des plants bio et une évolution de la réglementation européenne sur les organismes de quarantaine, donc pour nous à la pépinière, la flavescence dorée, qui permet d'envisager en fait la prise en charge de la cicadelle de la flavescence dorée à la fois à la vigne mère de Porte-Greffe, la vigne mère de Greffon à la pépinière avec des produits autorisés en bio, ce qui n'était pas possible auparavant. Si je finis pour les éléments de contexte, donc la surface viticole en AB en France en 2024, c'est environ 115 000 hectares, soit un peu plus de 15% de la surface totale. On sait on est sur des taux de renouvellement moyens de 2% au niveau national en contexte normal, ce qui n'est plus le cas, clairement. Mais bon, ça, c'est des informations qui datent du déroulé des premières années du projet, c'est-à-dire 2021, 2022, 2023, d'accord? Donc, ça représente à peu près 2300 hectares. Et si on compte une moyenne de 4000 pieds par an, 4000 pieds par hectare, ça pourrait représenter en fait un marché de 9 millions de plants. Je reviens bien sur le ça pourrait parce qu'on a commencé à réfléchir sur ce projet en 2019 et en fait, on n'imaginait pas à l'époque les différentes crises qui se sont déclarées, c'est-à-dire une crise, on va dire, de conjoncture autour de la filière viticole et qui impacte aussi la filière AB directement, autour du pouvoir d'achat aussi, des personnes qui sont directement impactées dans leur consommation et les arbitrages. Donc ça, c'était des données qu'on avait imaginées, mais qui probablement sont à revoir à la baisse dans le contexte actuel de crise viticole et crise autour de l'agriculture biologique. Donc, dernier petit rappel, à l'heure actuelle, d'accord, au niveau de la réglementation, en fait, on a 2 voies, d'accord, pour la production de plants bio. La première voie qu'on appelle par succession d'autorisation et de possibilités réglementaires, la voie 182, c'est la voie qui en fait propose de produire un plant bio à partir de vignes mères de Porte-Greffe et de Greffon, qui sont déjà bio, d'accord. Le greffage et la croissance sont compatibles avec le cahier des charges européen de la baie, et donc on produit un plant bio. Une autre possibilité, c'est justement d'avoir un temps de conversion de ces vignes mères de Porte-Greffe et de ces greffons pour aboutir à un Porte-Greffe et un greffon bio. Le greffage et la croissance compatibles avec le cahier des charges de la baie et on a un plan bio. Et par l'autorisation, donc la voie que l'on nomme 186, qui est une voie réglementaire, à l'heure actuelle, il est autorisé de produire des plants bio à partir de vignes mères de Porte-Greffe et ou de greffons non bio et ou de greffons non bio, du moment que le greffage et la croissance se passent en AB. Donc, on obtient aussi un plan bio. Cette voie 186, en fait, elle a émergé parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions autour de la production, en fait, de vignes mères de Porte-Greffe et de greffons en bio, mais particulièrement de vignes mères de Porte-Greffe, et vous comprendrez pourquoi. Et du coup, pour ouvrir un sas de possibilités de produire des plants bio, ça a été adopté en fait et statué fin 2023, mais c'est amené à être révisé régulièrement en fonction des évolutions techniques et des possibilités justement de produire plus tôt des porte-greffes et des greffons en bio. Donc, le projet Casdar PEP Vitibio, dont je suis chef de file, il a été, en fait, sa genèse remonte à 2019 et il a été adopté et financé en 2021.
En fait, l'objectif, c'était de produire des plants greffés soudés de vigne dans le respect du cahier des charges de l'AB. Et donc, on se donnait 2021-2036 un temps long pour arriver en fait à produire ces greffés soudés bio, parce qu'on sait très bien que si on doit adopter des techniques différentes à la vigne mère de Porte-Greffe, à la vigne mère de Greffon, à l'atelier pour le greffage, ça va demander du temps, des investissements, et que du coup, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. L'objectif, c'était de tester en fait des itinéraires techniques, donc à la vigne mère de Porte-Greffe, à l'atelier, à la pépinière, qui soient biocompatibles. En fait, c'est pas très problématique de produire des greffons bio. On est équipé techniquement à l'heure actuelle pour ça. Donc l'idée, c'était vraiment de s'appesantir sur les phases de la production qui étaient, on va dire, un peu plus touchy en bio, d'accord? C'est-à-dire la vigne mère de Porte-Greffe, l'atelier et la pépinière. In fine, on voulait rédiger un guide des bonnes pratiques de la pépinière viticole suivant la réglementation AB européenne et la réglementation européenne des organismes de quarantaine et leur application, leur déclinaison en France. Le guide élaboré, évidemment, a pour objectif de produire des plants donc, de vignes bio à un coût acceptable. C'est-à-dire que dans le cours de notre projet, il y a plusieurs techniques qui ont été abordées, mais il y a des techniques qui sont clairement trop chères et qu'on ne mettra pas en avant dans le guide. Et enfin, on était bien conscient en démarrant le projet en octobre 2021 que probablement sur 3 ans et demi de projet, on n'arriverait pas à lever toutes les questions techniques et aboutir à, on va dire, des conclusions finalisées. Donc l'idée, c'était d'imaginer aussi la suite de ce projet. Les cibles, c'est les pépiniéristes, les futurs pépiniéristes, et les vignerons et viticulteurs en AB, et par ruissellement, l'ensemble de la filière viticole, parce qu'on a de telles contraintes à la pépinière en bio qu'on se disait que techniquement, il y aurait probablement des solutions bio qu'on pourrait transférer à l'ensemble de la filière. Donc, j'ai essayé, puisque moi, j'émane de chambres d'agriculture, d'une chambre d'agriculture. J'ai essayé j'ai la chance de venir d'une région viticole peu réputée historiquement, même si mes vignerons me tireraient les oreilles, mais ça me permettait en fait de solliciter tranquillement toutes les régions viticoles, qui souhaitaient participer au projet, de proposer tous les partenariats sans qu'on me taxe de privilégier l'un ou l'autre, puisque de toute façon, voilà, j'ai essayé de faire vraiment quelque chose d'exhaustif. Donc, vous avez par des petites étoiles représenté les partenaires du projet. C'était très ambitieux, on est 23 partenaires, ce qui est très important pour un projet Caisse d'Art. D'associer l'enseignement, c'est le lycée agricole Provence-Ventoux qui fait des essais à la vigne mère de Porte-Greffe, la Fédération française de la pépinière viticole, l'IFV. Et donc, on se retrouve avec une dizaine de pépiniéristes partenaires et en fait qui sont suivis pour moitié par des groupements AB, régionaux, départementaux, et pour moitié par des techniciens de chambre. Je voulais vraiment qu'à ce niveau-là, ça soit le plus équilibré possible pour que chacun, en fait, ait sa pierre à apporter à l'édifice. Donc, tableau un peu dense, mais dont il faut retenir que de 2022 à 2024, donc, on a fait des essais sur les 3 étapes qui étaient vraiment déterminantes en bio pour nous. La vigne mère de Porte-Greffe, l'atelier et la pépinière, et qu'en fait, à la fin du projet, pour la partie technique et terrain, on a donc fait au niveau de la vigne mère de Porte-Greffe 23 essais, à l'atelier une 30aine d'essais et à la pépinière 22 essais. On s'est basé, moi je ne suis pas là en tant que chef de file, je n'ai pas imposé les essais. L'idée c'était d'en faire pas trop, mais qui puisse être mené à bien par chacun des partenaires, d'accord, et que les techniciens désignés pour les suivre puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, on a un corpus d'essais qui repose sur le volontariat des partenaires. Donc, c'est vraiment une démarche qui est venue du terrain et qu'on a essayé, je dirais, moi j'ai essayé d'orchestrer tout ça, d'accord ?
Donc, un des points qui est vraiment un point sensible, en fait, hein, et c'est les pépiniéristes l'ont mis en avant dès le début, dès la conception du projet, c'est la protection phyto à la pépinière. Donc, j'ai décidé de faire un focus là-dessus. J'ai traité l'ensemble des données. Alors, vous allez voir dans la diapo d'après, un tableau très complet, un peu indigeste, mais qui vous donne une vision d'ensemble. Et je vais le décliner dans les diapos suivantes. Donc, en fait, ce tableau, il a pour vocation de déjà vous faire voir les zones dans lesquelles on a pu faire ces essais. Donc, vous avez deux zones dans le Vaucluse, Pertuis et Carpentras. Vous avez une zone en Savoie. Donc, Vaucluse, plutôt influence climatique méridionale. Savoie, influence plutôt montagnarde. Ensuite, on a deux essais que je qualifierais d'un point de vue climatique plutôt sous influence atlantique. Un essai dans l'Aude et un essai dans les Pyrénées-Atlantiques. Et enfin, on a un dernier essai donc, qui a été conduit les 3 années sous influence plus continentale en Alsace. Je vais donc, dès le départ, les pépiniéristes nous ont exprimé leur souhait de faire des essais bio, c'est-à-dire des itinéraires, on va dire, classiques, avec des stratégies à base de soufre et de cuivre, mais ils nous ont dit on veut aller plus loin, c'est-à-dire on veut explorer des voies complémentaires parce qu'on sait que c'est tendu la protection phyto à la pépinière en conventionnel, donc en bio ça va être compliqué, on le sait, mais on veut introduire des biocontrôles et on a discuté sur le type de biocontrôle en fait qu'ils souhaitaient introduire et on est tombé d'accord sur le fait d'intégrer dans la stratégie des préparats à base de plantes, donc de la prêle et du saule, et de se mettre évidemment d'accord pour que ça soit la même société qui fournisse tous les préparats à tous les pépiniéristes. Donc ça, c'est pour vous expliquer les deux stratégies qui ont été explorées. Et enfin, le critère final, en fait, de succès ou pas des stratégies, c'est le taux de réussite des plants au moment où on les arrache à la pépinière par rapport aux témoins conventionnels. Tout ça, ça a été en fait bâti avec les pépiniéristes et pour les pépiniéristes. Hein. Je veux dire, moi, j'étais pas une spécialiste de la pépinière à l'origine. Je travaille depuis 25 ans sur le matériel végétal. Je travaille en bio depuis une vingtaine d'années, mais j'étais pas. Donc, on a vraiment travaillé la main dans la main et avec les techniciens également pour tout ce qui était protocole aussi de suivi et d'évaluation de l'impact du mildiou et de la pression sanitaire à la pépinière. Donc, dernière chose qui est vraiment très importante, donc la situation de la pépinière, on a vu climat méridional, montagnard, atlantique et continental, mais aussi les millésimes. Globalement, en 2022, on a eu peu de pression mildiou, d'accord. En 2023, on s'aperçoit qu'il y a certains secteurs, pression forte, d'accord, notamment en Savoie, en zone atlantique et en Alsace. Et en 2024, des situations explosives au niveau mildiou en climat montagnard, en climat atlantique et en climat continental. Alors que sur le Vaucluse, même si la pression n'est pas négligeable, mais elle est bien moindre, d'accord? Alors, si je reviens, je sectorise un petit peu mes présentations, d'accord. Donc, à Pertuis, j'avais un itinéraire bio classique et à Carpentras, j'avais un itinéraire, on va dire, bio plus biocontrôle. Ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de passages qui est important, hein, entre 12 et 15 passages pour Pertuis et entre 11 et 14 pour Carpentras. Donc, sortez les données de Carpentras de 2022, il y a eu une erreur de dosage, d'accord, au niveau des quantités de cuivre utilisées. Mais les deux autres valeurs sont bonnes. Donc, on voit qu'on est entre 5 kg et 6 kg, d'accord, et sinon entre 5 et 7 kg. Au niveau des taux de réussite, on va dire, on a quand même des écarts qui peuvent être de l'ordre de 10 points à un peu plus à Pertuis,
d'accord? Mais on voit que c'est pas non plus une catastrophe, d'accord? Par rapport aux champs lugubres et de mauvais augure qui disaient en bio, on ne pourra rien produire. Non. En bio, on est en dessous du conventionnel, mais en tout cas pour les résultats de Pertuis, on est en gros à 10 points d'écart, mais qui peuvent aussi être un petit peu dans l'autre sens. En tout cas, on n'a pas de décrochage spectaculaire, d'accord? Au niveau de Carpentras, on voit qu'on est en fait dans des données qui sont pour 2022 où la pression était très faible, donc 56, 58 le taux de réussite en conventionnel, 60 en bio, 56 pour bio et biocontrôle, d'accord? Au niveau de 2023, on a à peu près 10 points d'écart et en 2024, pareil. Si maintenant je passe dans la situation donc qui est plus pluvieuse où la pression en général est plus forte, d'accord? Donc je suis dans l'Aude, c'est la pépinière de la Chambre d'agriculture de l'Aude, ou je suis dans les Pyrénées-Atlantiques à Hossegor. On voit qu'on n'est plus du tout sur les mêmes logiques, d'accord? C'est-à-dire que pour l'Aude, en 2022, 14 passages, 5,6 kg de cuivre, nombreux assemblages, donc des taux de réussite variables, mais en gros avec un max de 10 points d'écart. Par contre, 2023-2024, 18 juillet, ils repassent en stratégie conventionnelle et ils ont eu 20% de pertes sur leur plan et 50% de plans impactés. Et carrément, en 2024, obligé de repasser en stratégie conventionnelle le 25 juin. Donc là, on voit que clairement, ce n'était pas possible, c'est-à-dire dégâts trop importants et non acceptables. Dans les Pyrénées-Atlantiques, on voit que, alors, on est quand même sur des passages, un nombre de passages qui sont relativement importants, hein, 15 passages, fractionnement important, 5,4 kg en 2022, mais des taux de réussite qui sont très proches, d'accord? 2023, impossible de tenir le rythme, d'accord? Donc, 19 juillet, ils repassent en stratégie conventionnelle. Ils se sont rendus compte entre les deux qu'en fait, on avait un gain, on va dire, avec les biocontrôles sur l'état du feuillage. C'est-à-dire, on a un feuillage qui est plus dense, plus longtemps en saison avec les biocontrôles, mais statistiquement, c'est difficilement évaluable. Et en fait, vous voyez qu'en 2024, on a 19 passages et 14 kilos de cuivre, hein, ce qui est énorme, pour arriver en fait à des taux de réussite de plan qui soient équivalents en conventionnel, en biocontrôle, avec une attention particulière portée à la qualité de la pulvérisation. Mais voilà, on arrive à des taux de cuivre qui sont très importants. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, un pépiniériste revient une fois tous les 5 ans sur la même parcelle de pépinière. Donc, si on répartit les 14,7 kg sur 5 ans, clairement, on est dans les clous au niveau de l'utilisation annuelle du cuivre, d'accord? Mais ça pose quand même la question du nombre de passages et de l'effet masse sur une seule année. Si je suis en Alsace, donc en Alsace, on est chez un vigneron qui en fait n'a plus de conventionnel depuis pas mal d'années, d'accord? Il est hors zone de prévalence de la flavescence dorée. Donc c'est vrai qu'il est peu embêté sur ses vignes mères de Porte-Greffe par rapport à ça. Et donc il travaille en bio et en bio plus biocontrôle. Donc, vous voyez que les taux de réussite sont équivalents. Par contre, le nombre de passages et les quantités de cuivre utilisées en fonction de la pression mildiou évoluent de 16 à 27 passages et de 7 à 12 kilos. Donc ça, clairement, on peut produire des plants bio en Alsace, en tout cas chez lui, mais on voit que le nombre de passages et la quantité de cuivre utilisée sont importants. Donc, ça veut dire aussi derrière, ça interroge évidemment le bilan carbone et puis ça interroge l'organisation du travail à la pépinière et la valorisation du plan. Enfin, dernier point, là on est en Savoie et en Savoie on voit que on est en 2022 pression faible. Donc entre le témoin conventionnel et les bio plus biocontrôle, on a peu d'écart, d'accord? Par contre, en 2023, forte pression mildiou et on voit que les taux de réussite
par rapport aux cépages peuvent complètement décrocher, c'est-à-dire on a 58% de taux de réussite en conventionnel, mais seulement 16 en bio plus biocontrôle, et 71% de réussite en Syrah et seulement 40% en bio plus biocontrôle. En 2024, la pression était telle que le 11 juillet, ils ont rebasculé sur une stratégie conventionnelle et que donc on n'a pas pu quantifier l'essai. Donc, qu'est-ce que ça pose en fait comme question? Et les professionnels l'avaient évoqué dès le début du projet, en 2021, c'est que suivant la zone géographique et le millésime climatique, ça va être très compliqué de produire des plants bio, et certains partenaires, par exemple nos partenaires qui sont dans le Bordelais, ont fait des essais avant que le projet démarre et n'envisagent même pas de produire des plants bio. Ils s'intéressent sur la possibilité éventuellement d'en produire en serre en conditions contrôlées. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très, très compliqué à gérer, quoi. Alors, on n'a pas de gain sur l'ensemble des essais mis en place, statistiquement représentatifs, entre les modalités bio et bio plus biocontrôle. Il y a plusieurs partenaires qui nous ont fait remonter le fait que, effectivement, on a un feuillage qui est plus vigoureux, qui est plus dense, qui est en meilleur état plus tard en saison, puisqu'en fait, les pépinières, en gros, sont implantées au mois de mai, un peu plus tardivement si on est, on va dire, en gros, dans le nord de la France. Mais donc, on va les laisser en place jusqu'à ce que les feuilles tombent, et les arrachages commencent en général en novembre. Donc, ça fait un cycle qui est important. Et c'est important pour la mise en réserve de noter ce côté feuillage plus dense, plus tard en saison. Mais bon, il faut qu'on arrive, qu'on ait des critères pour le quantifier. À l'heure actuelle, pour nous, statistiquement, on n'a pas de gain. Les quantités de cuivre utilisées et les nombres de passages pour la pulvérisation sont très, très variables, puisque en fait, ça va si on fait une synthèse de l'ensemble des essais de 3 kg à 14,7 kg et de 12 à 27 passages. Donc, c'est quand même des différences qui sont très importantes. Et en fait, au fil des essais, on a mis en place des essais, nous, complémentaires pour la qualité de la pulvée, parce qu'en fait, c'était remonté dès le début du projet. C'était difficile de le décrire techniquement dans le projet tel qu'il existait, mais dans les Pyrénées-Atlantiques, notre collègue de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques a mis en place des essais quantifiés avec des matières fluorescentes, etc., pour savoir, d'une part, comment les produits appliqués arrivaient sur le feuillage et qu'est-ce qu'on pouvait améliorer simplement dans l'utilisation des pulvées pour améliorer la qualité de la pulvée et l'efficacité des traitements. Donc ça, en Alsace, ça a été aussi travaillé. Donc ça, c'est vraiment un volet qui est à explorer de façon plus fine. On n'a pas pu le développer, on a sollicité l'IFV, mais ça n'a pas été possible, on va dire, d'accentuer les efforts en ce sens-là, mais c'est une des suites qu'on envisage pour le projet, et une suite hyper importante. Alors après, je vous présente un autre essai, c'est à la vigne mère de Portegreffe, puisqu'en fait, à la vigne mère de Portegreffe, l'objectif, c'est de plus désherber avec des herbicides, d'accord, et c'est aussi de prendre en charge la flavescence dorée en bio, d'accord, ce qui est compliqué. Alors, ce schéma, il est très dense, mais c'est juste pour vous faire imaginer ce qu'on a exploré. Après, vous pourrez avoir accès à ma synthèse technique globale, d'accord, dans la synthèse du projet. Mais c'est qu'en fait, c'est les essais des pépinières Bertrand, d'accord, qui se trouvent dans le Gard. Donc, vous voyez une vigne mère de Portegreffe classique, c'est planté, c'est peu dense, d'accord, et c'est désherbé sur le rang et sur l'interrang. Donc, l'objectif, au niveau des façons culturales, on a en gros 6 façons culturales et 2 jours d'unité de travail humain, d'accord. Quand on passe en fait à un paillage plastique sur le rang et à un griffage de l'interrang, d'accord, ce qui est déjà plus compatible avec de la bio, on a des coûts. Donc vous voyez, imaginez, je vais être très schématique, mais un rang d'asperges qui aurait un paillage plastique, c'est-à-dire une butte plastifiée, noire, et un griffage de l'interrang. En gros, on va mettre les vignes mères comme ça. On est sur à peu près 2 500 € d'investissement à l'origine.
6 jours façon culturale, 6 façons culturales. Et en fait, les journées d'unité de travail humain, on ne les avait pas encore quantifiées parce que là, c'est une plantation de 2022. D'accord ? Après, il y a un système sur table, c'est-à-dire vous montez le tronc, en gros, et imaginez des grillages à l'horizontale, et on va faire courir les vignes mères de Porte-Greffe sur ces grillages à l'horizontale, d'accord ? J'aurais dû vous mettre quelques photos, mais bon, il fallait que je tienne aussi dans le temps qui m'est imparti. Justement, Garance, nous arrivons un peu à la fin du temps. Est-ce que tu peux dire en 2 mots, finir en 2 mots cette présentation et nous donner une toute petite conclusion rapide. Je te remercie, excuse-nous. Alors la conclusion, c'est qu'en fait, à la demande des vignerons, depuis 2023, avec l'INAO, la FNAB, la FFPV et les organismes certificateurs, on a pu établir un document de production pour un plan de vignabé, puisqu'à l'heure actuelle, donc c'est possible par la réglementation. Du coup, ce document, il a été produit en novembre 2023 et réactualisé en novembre 2024. Il est disponible. Et au niveau, en fait, des livrables, il y aura donc le guide en 3 chapitres, Vigne mère de Porte-Greffe, atelier et pépinière, et des vidéos, en fait, techniques, pour illustrer la démarche des pépiniéristes. Et il y aura un focus sur les pratiques innovantes. Donc, ces vidéos seront disponibles rapidement. Et le projet finit en mars 2025. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Garance, pour cette intervention. Est-ce qu'éventuellement, il y a juste une toute petite question ? Oui, Frédéric Rose de la revue Vitis Bio, j'avais pas compris par rapport au vin désalcoolisé, là, le fait que entre le cahier des charges AOP IGP et qu'un vin bio, si jamais c'est accepté la désalcoolisation en bio, il ne pourra pas être vendu sous AOC ou IGP, c'est ça ? J'ai pas bien compris ce passage. Ah oui, ouais, aussi. Ouais. Tu peux répondre rapidement, puis on en reparlera après. Oui, c'est exactement ça, pour répondre rapidement. Voilà. La réglementation ouvre la porte à la désalcoolisation partielle pour les AOP et les IGP, dès lors que c'est prévu dans le cahier des charges. Pour l'instant, on n'a pas de situation réelle en France, puisque aucun cahier des charges n'a encore été modifié dans ce sens-là. Mais même si le cahier des charges était modifié appellation ou IGP, surtout IGP pour l'instant, ce qui est travaillé, l'acte délégué que l'on attend relatif à la production de vin désalcoolisé en bio n'ouvrira la porte que pour la désalcoolisation totale. Donc on a une rupture entre les deux. On pourra faire du bio désalcoolisé total et du désalcoolisé en appellation ou en IGP, mais que partiel. Donc on ne pourra pas faire de bio AOP ou IGP, même si le cahier des charges était modifié demain. Il faudrait une nouvelle évolution de la réglementation européenne sur le bio ouvrant la porte à la désalcoolisation partielle en bio pour que cela puisse se faire. Mais dans l'immédiat, ça ne se fera pas. Bonjour, moi j'ai une question sur le cuivre par rapport au contrôle, que ce soit côté réglementation générale ou côté règlement bio. Les cumuls de cuivre, ils vont être regardés à l'échelle de la parcelle, le respect des 28 kg sur cétain à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de l'exploitation ? Je ne sais pas comment on peut le faire strictement à la parcelle, puisqu'en fait, il y a une déclaration d'utilisation par rapport à la superficie de votre exploitation. Voilà. En théorie, c'est par hectare, donc ça devrait être spécifique, mais dans la pratique, le contrôle, vous avez utilisé combien de cuivre sur quelle superficie. Vous n'enregistrez pas l'utilisation du cuivre parcelle par parcelle. Sauf peut-être pour les pépiniéristes. Là, ça pose... voilà. Parce qu'en pépinière, même pas, peut-être. J'explique juste ma question. C'était par rapport à la présentation de Garance. Garance, tu disais que c'était pas très grave que la parcelle de pépinière ait atteint les 14 kilos, puisqu'en fait, il y aura que 14 kilos de cuivre métal, parce qu'en fait, il y aura du cuivre que tous les 5 ans. Et du coup, ça a soulevé ma question de est-ce qu'on est bien certain de ça, parce que si cette parcelle elle rentre dans une exploitation, le cumul de cuivre, comment il va être regardé derrière lors des contrôles ? Alors en fait, si je peux me permettre de répondre, c'était
en gros, on l'a soumis au moment où on a travaillé sur le projet. C'était une question qui est revenue régulièrement. Et en fait, il a été statué en commission bio que c'était possible, d'accord, que ça correspondait à la réglementation. La plupart des pépiniéristes qui sont aussi exploitants viticoles ont deux structures différentes, d'accord. Donc, en fait, je pense que on est dans le cas où, effectivement, on fait un lissage sur 5 ans. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Merci Garance, merci Pascal.